Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en octobre 2014, je m'appelle Mathieu Tournade, c'est l'épisode numéro 24. Bienvenue. Aujourd'hui, suite de la série dédiée au référencement des sites e-commerce, parce qu'il y a plein de spécificités que vous allez découvrir au cours de ce podcast avec mes trois invités. J'ai nommé Thierry, Mickaël et Anthony. Messieurs, bonsoir. Je change d'ordre. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, Anthony Degrange, je suis dans le référencement depuis à peu près 3 ans. Ouais. Voilà, donc j'ai fait 3 ans, en 3 ans j'ai fait 4 agences, web, des agences SEO, et puis voilà, c'est tout. D'accord, ok. Bon, écoute, bienvenue. Mickaël, bonsoir. Bonsoir, donc moi Mickaël, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis dans le référencement. J'ai commencé en tant que chef de projet web, ensuite je suis devenu référenceur par la force des choses et j'ai continué en freelance pendant 3 ans et maintenant je suis responsable en référencement et web marketing dans une société qui gère plusieurs sites e-commerce. D'accord, ton alias, parce que c'est peut-être comme ça que les gens te connaissent? Ouais, Mickey Web sur Twitter. Ok, ça marche. Thierry, alias Respiland, le fameux. Bonsoir Thierry, je te laisse te présenter. Ben voilà, du référencement depuis bientôt plus de 15 ans, mais j'avais commencé avant en codant des bots et des algorithmes de classement de pages, donc je suis vraiment tombé dans la marmite il y a très longtemps. Je fais du SEO non-stop depuis 15 ans, voilà. Je l'ai fait en régie, je l'ai fait salarié, je l'ai fait en freelance. Bon, j'ai plus fait en freelance en libéral qu'en salarié, mais voilà, j'ai travaillé aussi chez différentes sociétés, voilà. Ok, ça marche. Alors, on va commencer par toi, Mickaël. Donc, aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est plus particulièrement l'optimisation on-page. Donc, et Thierry, il va nous faire tous les bruits possibles et imaginables sur ce podcast. Je suis désolé, excuse-moi Mathieu. Oh, je suis désolé. Donc, pardon. Mickaël, ouais, donc on est sur l'optimisation on-page. L'optimisation on-page, c'est donc l'optimisation des pages à proprement parler du site. Je crois que tu voulais aborder le problème des différents niveaux de duplicate content au sein d'un e-commerce. Donc déjà, tu nous expliques vite fait ce que c'est que le duplicate content et puis ce que tu entends par différents niveaux de duplicate. Ouais, alors le duplicate content, c'est en fait retrouver le même contenu sur sa page sur d'autres pages, que ce soit sur ses pages internes ou externes. Donc en fait, c'est un contenu qui est repris soit par un autre site, soit par votre propre site. Je parle en fait des différents niveaux en fait, des duplicate content. C'est qu'on a donc du duplicate content interne, donc à l'intérieur de son site, et externe. Et on a aussi ce qu'on appelle du DUST, c'est Different URL with Similar Text. Donc c'est en fait plusieurs URL qui renvoient vers la même page. Donc du coup, vous avez différentes URL indexées par Google qui ont exactement le même contenu. Donc pour commencer par cette première problématique, ça peut être par exemple vos pages de pagination, les navigations à facettes au niveau de vos filtres produits lorsqu'ils sont mal gérés. Alors, attends, je me permets de te couper. Navigation à facettes, juste explique vite fait pour ceux qui voient pas trop ce que ça peut être. Alors, une navigation à facettes, c'est tout ce qui est filtre produit. Donc, ce que vous pouvez filtrer quand vous arrivez sur une page catégorie, c'est-à-dire quand on fait une recherche par prix, par catégorie, couleur, par taille, ça dépend. Et donc le DUST, c'est vous allez avoir à chaque filtre qui est actionné, vous allez avoir un paramètre qui va apparaître dans l'URL qu'un utilisateur lambda ne va pas forcément voir, mais que Google voit. Et vu que votre URL est différente mais présente exactement les mêmes produits, même s'ils sont filtrés, vous allez avoir du duplicate content. Ensuite, on a le duplicate content interne, donc basique, c'est-à-dire la fiche produit qui n'est pas retravaillée, reprise de description fournisseur. Donc malheureusement, il y en a énormément. Donc du coup, vous allez retrouver avec
Ben, vos concurrents et vous qui avez exactement la même description en fait. Donc ça, c'est plus du duplicate content externe. Autre type de duplicate content externe, c'est aussi, même si vous avez fait par exemple attention à avoir une description propre pour chacun de vos produits, vous pouvez être repris par les places de marché, donc comme Amazon, Cdiscount, qui eux viennent te pomper le contenu que toi t'as fait, c'est ça? Voilà, on envoie les flux, on envoie les flux. Alors, en fait, oui. on envoie des flux via ces places de marché et elles récupèrent une description. Alors, il y a un petit peu de différence, c'est-à-dire que si vous référencez sur des produits qui sont déjà référencés sur ces places de marché, vous avez moins de problèmes d'avoir du contenu dupliqué. Par contre, si vous avez un produit qui est nouveau et que seul vous vendez, là, la place de marché va reprendre votre contenu et donc vous allez avoir du contenu dupliqué. Et vu qu'elle est plus puissante que vous au niveau référencement, eh bien, elle va vous passer devant. Et donc, du coup, vous allez être pénalisé alors que c'est vous qui leur avez donné le contenu. Donc, généralement, moi, ce que je fais, comment tu gères ça? Généralement, ce que je fais, c'est que à l'intérieur du back-office, je développe un champ qui va être caché et qui va être utilisé juste en fait pour les marketplaces. Donc là, vous vous embêtez pas, vous reprenez la description fournisseur, vous en fichez de toute façon. Si c'est les marketplaces qui le récupèrent, vous en fichez en fait. Vu que votre contenu à vous est unique, c'est le principal. Donc, si je comprends bien, donc en gros, le conseil, c'est de fournir au marketplace un contenu qui est radicalement différent de ton contenu à toi, surtout si c'est toi qui est à l'origine d'un contenu neuf par rapport à ce qu'ils vendent, voilà, c'est ça? Voilà. La base de données, la base de données. Le e-commerce se résume à la base de données. Laisse-moi en parler, Thierry. Hein, pardon? Alors ensuite, moi je voulais parler aussi, donc toujours dans le duplicate content, vous avez des outils utiles qui vous permettent de détecter le duplicate content. Donc, vous avez siteliner.com qui va vous permettre de détecter votre duplicate content interne très facilement, qui va scanner vos pages. On mettra les liens en bas d'article. Hein, pour les gens et en duplicate content externe, donc vous avez deux choix, soit copyscape.com, soit à la main. Et oui. Donc vous allez copier-coller une phrase de votre contenu. Donc je crois que sur Google c'est, je sais plus le nombre de caractères maximum qu'on peut mettre, et vous allez le mettre entre guillemets en fait. Et ce contenu, et si vous avez des résultats, c'est que d'autres sites ou votre propre site utilisent exactement cette phrase-là. Donc du coup vous voyez toutes vos pages ou les pages des concurrents qui utilisent le même contenu que vous. D'accord. Donc, voilà. Donc bien faire attention d'une manière générale à tout ce qui est contenu dupliqué. Thierry, il me semble que toi, moi ce que je voulais savoir, c'est par rapport à tout ce qui est balises, micro-tags, les micro-formats, etc. Est-ce que ça vaut encore le coup de les mettre sur les sites de e-commerce? Parce que tu dis que c'est particulièrement indiqué. Tout ce qui est les balises autor, ce genre de choses, Google+, t'intègres D'accord. D'accord. Non, on va les mettre des micro-tags schéma. On va les mettre des micro-tags schéma, produits, prix, code EAN, enfin je t'en passe les meilleurs, les petites étoiles, les avis clients. Tu as déjà vu dans les SERP, tu sais, des fois tu as des produits qui apparaissent. Il y a des descriptifs plus compliqués, plus aboutis, etc. Dans les SERP, pour les gens qui nous écoutent, juste les gens qui nous écoutent qui sont pas forcément familiers avec le jargon du référencement, les SERP, c'est sur la page de résultats Google. Les résultats de la page Google, voilà. Voilà, en fait oui, vas-y, Le site de référence pour les microtags, c'est schema.org. Bon, schema.org, c'est un site qui a été généré, enfin, dont l'idée est venue à la fois de Google, d'Amazon, de Yahoo, et ils ont dit, bon, les microtags, ça part dans tous les sens, parce qu'il y a 10 ans, il y avait plein d'écoles du microtag, chacun avait fait les siens, il y avait le microtag de la carte de visite, du numéro de téléphone, de ceci, de cela, bon. Et ça partait dans tous les sens. Ils étaient vraiment normés très différemment. C'était plein de chapelles. Voilà. Et Schema s'est dit, sous l'impulsion de Google, W3C, etc., on dit, attendez, on va faire un site central et on va tout unifier. À partir du moment où Google dit, moi je suis dedans et ça c'est la norme, bon, tout le monde s'y précipite parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils vont normer ça, eux, dans leur pod. Donc voilà. Donc c'est Schema. Et donc c'est appliqué majoritairement, c'est le site que tout le monde va suivre. Ah oui, vraiment, c'est le site de référence. Sur Schema, tu vas pouvoir dire, voilà, je veux taguer un événement, et tu vas avoir la page événement qui va te donner tous les descriptifs des micro-tags que tu peux encapsuler dans le HTML pour l'heure de l'événement, pour un produit, le prix, le currency, c'est-à-dire c'est du dollar, c'est de l'euro, c'est du yen. Tu vas pouvoir encapsuler les heures d'ouverture, c'est une promo, c'est pas une promo. Donc ça va amener au robot une chose
pas au robot. Ça va amener à l'algorithme qui ne comprend pas les mots. Les algorithmes de Google ne comprennent absolument pas les mots. Ils analysent des chaînes de caractères sans comprendre ce que ça veut dire. Un humain comprend. Si je te dis rouge, toi, tu vois une couleur dans ton cerveau. Si je dis rouge à un algorithme de Google, il comprend rien. Il voit rouge, c'est une chaîne unique et il te sert rouge. Ouais, le microtag va amener, avec un référentiel bien sûr, le rouge, c'est une couleur. Une couleur, ça peut être associé à une peinture, qui peut être associé à un tableau, qui peut. Bon, voilà, ça va amener ce qu'on appelle le graphe. Et est-ce que ça ressort systématiquement le fait, parce que bon, c'est un investissement de déployer tous ces tags parce qu'il en existe toute une flopée. Oui, ça prend du temps. Est-ce que réellement ça ressort directement dans les résultats ou est-ce que c'est juste pris en compte et donc ça ressort ça permet d'avoir l'intelligence. C'est-à-dire que tu vas parler à ton iPhone, à Siri, tu vas lui dire je veux un site comme ça, comme ça, comme ça. Tu parles avec des vrais mots. Quelque part, il y a quelque chose de signifiant, il y a de la sémantique. Si tu as des pages qui embarquent et qui font comprendre à l'algorithme que cette sémantique, elle est comme ça, comme ça, comme ça, la réponse va être plus juste et tu vas matcher. Bon, c'est pas aussi simple que ça, ça tient du learning machine, ça tient de plein de choses. Ça va se développer, c'est pas encore, on est au balbutiement. Mais le microtag, il faut en retenir, le microtag permet de donner la signifiance aux algorithmes de ce qu'est le mot. C'est-à-dire que ça embarque l'intelligence, ça embarque de l'intelligence dans la description du mot. Et ça n'est plus qu'une simple chaîne de caractères. D'accord. Parce que si tu dis purée, c'est un mot unique, d'accord? Donc purée, je vais taper purée de pommes de terre dans Google, il va me sortir la chaîne de caractères purée de pommes de terre pour Google, la première page la mieux référencée, la deuxième, la troisième. Mais il comprend pas ce que c'est la purée. Par contre, si tu lui as mis un microtag, il va comprendre à travers le schéma que c'est fait avec des patates. Puis tiens, on en fait des plats. Enfin, tu vois, c'est une espèce d'intelligence de la machine. Donc en gros, pour résumer, c'est ce que tu conseilles, c'est donc d'intégrer les microtags, même si ça ne ressort pas directement, visiblement sur la page de résultats Google, on peut se dire que ça sert à rien, mais non, il y a une vraie utilité à. Moi, je voudrais te faire une aparté. On parle des microtags. Si on fait une prestation de SEO sérieuse, web marketing avec un site de e-commerce, c'est le truc qu'on pousse dans les derniers 6 mois des 2 ans, tu vois. On s'en fout des microtags. On peut faire plein de choses qui sont beaucoup plus importantes. Je voulais te dire une chose. On parlait de duplicate il y a 2 secondes avec Mike. Le duplicate, c'est très important en référencement parce que Google, il veut du contenu unique. Or, les CMS qui permettent de faire du e-commerce, on va prendre les très grands, on va prendre ceux connus, quoi. Les PrestaShop qui sont les plus répandus, parce que français, parce que pas cher, parce que les agences les font pas cher. Après, il y a Magento, beaucoup plus cher, plus compliqué, moins de développeurs, moins d'agences. Après, il peut y avoir WooCommerce, qui est très bien parce qu'il est sur WordPress. WordPress, il est très Google friendly, il y a des plugins géniaux. Si on a un petit e-commerce à faire de 15-20 produits, ce qui arrive, je conseille aux clients de prendre WordPress et WooCommerce. Et pas de prendre PrestaShop et encore moins Magento, ça va leur coûter un bras pour pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut dire, dans tous les CMS, quels qu'ils soient, de e-commerce ou pas de e-commerce d'ailleurs, quand on développe un logiciel, le CMS étant un gros logiciel, ce que font en premier les développeurs, ils posent ce qu'on appelle de l'architecture et une philosophie au logiciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on va écrire, puisqu'on n'a pas encore écrit une ligne, et comment on va l'architecturer. C'est valable pour une base de données, c'est valable pour un bête algorithme en JavaScript, c'est valable pour tout. Ce qu'il y a de plus important en informatique chez les informaticiens, c'est l'architecture et la philosophie. Les informaticiens de haut niveau qui savent faire des choses complexes, c'est parce que c'est les mecs qui vont pas taper une ligne de code pendant 4 mois, ils vont réfléchir à la bonne solution, et après, en 4 jours, ils vont tomber le truc. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien architecturé les choses. Le code, c'est jamais un problème. Le problème, c'est l'architecture et la philosophie. Or, dans les CMS, tous, à part Magento, on fait l'erreur de se dire, voilà, j'ai une page d'un produit, elle va être unique dans mon CMS. Par n'importe quelle bouche je l'attaque, elle a la même URL. Et bien, il n'y en a aucun qui l'a fait, à part Magento. C'est le seul. Magento te génère une page, tu peux l'attaquer par tous les bouts, navigation, facettes, ce que tu veux, tu n'auras toujours qu'une page. Jamais de duplicate interne, en tous les cas. Tu peux avoir un burst à l'extérieur, tu vois, mais jamais interne. Mais pourquoi PrestaShop, qui est le plus vendu en France, j'ai discuté avec le PDG de PrestaShop l'autre jour sur Twitter, je lui ai dit, écoutez, la version 1.6, qui est la nouvelle que vous sortez, qui va se répandre, et qui est vraiment bien, qui a une offre cloud, c'est vraiment, PrestaShop a fait un pas de géant. Mais elle est nulle en SEO. Ils ont toujours j'ose pas dire, leur P de duplicate content, d'accord? C'est hallucinant aujourd'hui. C'est dramatique, parce que c'est comme Microsoft, c'est Linux.
Linux, c'est unique, ça a été bien posé au niveau philosophie et architecture au début, et c'est fantastique. T'as même pas booté sur la clé USB, t'es déjà dans le réseau, il te pose pas de questions de firewall, de proxy. Et puis c'est Windows, t'as installé Windows, il est à bord, alors que Linux, il est encore en RAM, il est à te poser 4000 questions sur le réseau, t'as toujours pas de réseau, enfin, tu vois, c'est des oui, des validés, des machins, vous êtes sur le firewall, l'antivirus, tout le monde s'y met, et t'as rien fait. Linux, t'as même pas booté sur la clé, il n'y a rien installé sur le disque, il n'y a rien écrit. Le réseau, c'est transparent, quelle que soit la machine, quel que soit le proxy, quel que soit le firewall. C'est une question de philosophie d'architecture. Et les CMS ont ce problème tous, à part Magento. Il faut dire que Magento, pour SEO, c'est le top. Et que WordPress, et que PrestaShop, qui est le plus répandu, je ne fais quasiment que du PrestaShop, parce que les clients sont comme ça. C'est la merde. C'est la merde. Alors, il y a juste une question d'architecture et de philosophie à solutionner, pas de duplicate content. Tu vois, qu'on puisse renseigner les alt, un petit truc, un petit détail, qu'on puisse aller refaire l'URL rewriting proprement. Juste 3-4 petits modules que n'importe quel développeur de base te fera. Et bien Magento, qui est une énorme team, PrestaShop, qui est une énorme team, où ils sont partis aux États-Unis, ils ont tout refait, c'est à base allemande, c'est du sérieux. Et bien non, ils n'y arrivent pas. Ils vont finir par y arriver, mais boulet pour nous les SEO. Et donc boulet pour les clients. Je termine parce que les clients, le choix du CMS est vital pour eux. Parce qu'autant un Magento, on va arriver à du résultat sans trop de galères, même si c'est plus cher à la créa, on va arriver à quelque chose. Autant sur PrestaShop, dans certaines versions, la 1.5, c'est la... D'accord. Voilà. Michael, tu voulais rebondir? Attends, Michael, c'est important ce que je dis. En fait, PrestaShop, pour l'instant, ils sont pas bons en référencement parce qu'ils veulent pas, parce que leur modèle économique repose sur les modules. Ils sont développés par la communauté. Et ils gagnent de l'argent avec ces modules-là. Donc, du coup, ils sont pas forcément pressés d'intégrer en fait les modules avec lesquels ils gagnent de l'argent sur la solution native qui est gratuite. C'est tout en fait. Et ça a toujours été le modèle de PrestaShop. Et maintenant, avec la PrestaShop on demand, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir PrestaShop en ligne, ça c'est cool, mais on ne pourra plus installer, enfin, par des bidouilles, mais on ne pourra plus installer de modules développés par nos propres développeurs, par exemple. On sera obligé de passer par l'add-on, le site add-on de PrestaShop pour acheter les modules. Voilà. Donc c'est juste une question en fait de modèle économique de PrestaShop. Ouais, de business model, ouais. Voilà, c'est ça. On va laisser un petit peu de temps de parole à Anthony. Anthony, je vais me permettre de changer un petit peu de sujet. Je vais essayer de recentrer un petit peu sur le sujet de base qui est l'optimisation on-page. Moi, une question qui revient souvent, c'est les images. Les images, comment tu fais pour éviter de taper les mêmes images que partout? Est-ce que tu conseilles à tous tes clients de refaire des photos systématiquement ou d'aller acheter d'autres images à côté? Qu'est-ce que tu as tendance à conseiller, toi? Effectivement, ouais, au niveau des clients, ce qu'il faut toujours avoir, c'est des visuels de très bonne qualité. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le site Archiduchesse qui, niveau SEO, est zéro, mais ils ont tout misé sur effectivement le visuel, produit, etc. Alors on parle juste d'un site de chaussettes, hein, quand même. Ouais, un marketing de furieux, c'est vrai qu'ils ont fait un marketing génial. C'est vraiment un exemple pour ça avec les réseaux sociaux aussi, puisqu'ils ont misé sur les réseaux sociaux et finalement le marketing produit. Et aujourd'hui, c'est la référence. Le marketing est plus fort que le SEO chez Archiduchesse, c'est incroyable. Ouais. Et donc, effectivement, pour ce qui est des visuels produits, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. On peut très bien avoir du visuel 360, du visuel 3D. Voilà, on n'est plus à la simple image statique. On peut avoir du visuel dynamique et bien référencé. Après, pour les images, le problème qu'on rencontre souvent sur du référencement on-page, c'est souvent le poids des images qui ne sont pas compressées, ou alors qui sont resizées, redimensionnées directement en HTML en fait. Elles ne sont pas redimensionnées en amont dans l'outil de création graphique Photoshop ou Illustrator. Et donc le souci, c'est qu'effectivement, on alourdit la charge sur le serveur et de ce fait, voilà, on perd en place, en rapidité, en performance du site. Et effectivement, si on a des milliers de produits, ça peut commencer à avoir un impact assez significatif. D'accord. Okay. Je peux me permettre une aparté bien sûr, alors, vas-y. Là, je connais très bien. Attends, juste pour préciser, il nous reste 2-3 minutes. Voilà, je fais juste une aparté de 20 secondes à l'adresse des e-commerçants ou des développeurs ou des agences qui font ça. J'ai en ce moment en traitement 2-3 sites de e-commerce. La problématique pour le référencement se situe au niveau du serveur.
dans les benchmarks qu'on fait sur les pages, en moyenne, hein, on est à 7-8 secondes. Alors j'ai un exemple d'un site, alors, je vais pas le nommer, que le gars a codé lui-même parce qu'il n'avait pas trop les moyens. Un site qui cartonne, il marche très bien, il fait un gros chiffre d'affaires. Alors qu'il est tout seul, il a trouvé une combine Le Bon Coin qui lui coûte que dalle et qui est génial. Le mec est très fort, il est génial. Par contre, le site, c'est une catastrophe. Il est nul, tu trouves les produits en rang 6 ou 7, enfin n'importe quoi. Mais ça marche quand même. Il a un poignet moyen énorme qui est à 1000, 1002 parce qu'ils vendent des produits comme ça et ça va très bien. Mais il a quand même un problème de référencement, il aurait bien aimé être en naturel. Et bien tu sais, le problème, ça fait 3 mois que je travaille dessus et je me disais, ça peut pas le faire. Et bien en vérité, on a fait des audits poussés du site et du serveur. Et c'est la catastrophe, il avait pris un mutualisé minable. Bon. Et puis le site, c'est lui qui l'a codé, il l'a fait avec les mains, quoi, vraiment. Bon. Mais à l'arrivée, 3 ans de présence, 1400 pages, 170 pages indexées par Google. Voilà. Et le référencement, on peut faire tout ce qu'on veut derrière, nous, les backlinks, le bon contenu, les trucs, ça ne marche pas. Et la solution est venue, elle est en train de se terminer là maintenant, et on voit déjà le résultat, on est sur un bon serveur, on est passé de 7-8 secondes moyenne à 1,5-2. On a fait un moteur de cache puissant sur une Debian, on a optimisé le code, on a migré proprement un dump de base de données sur une nouvelle version bien normée, et c'est fini. En un temps d'accès moyen de 1 seconde 45. Et c'est fini, le bot est plongé, et c'est parti, youpi. Mais on pouvait faire tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on voulait, en backlink, en contenu, machin, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on y est, il se passait rien. C'est la rapidité serveur qui amène la solution. Donc ça va se nicher des fois dans des choses qu'on n'attend pas, quoi. Ou qu'on n'attend pas si on n'est pas un professionnel de la question. Voilà. D'accord, donc ce qu'il faut, enfin voilà, il n'y a pas juste un point à regarder, il y en a plein. Justement, une petite question qui me vient comme ça, juste sans forcément argumenter, est-ce que vous auriez, vous comme ça, le site idéal top optimisé que vous avez pour habitude de, enfin un site e-commerce que vous avez pour habitude de prendre comme exemple pour expliquer à vos clients? Il y a la grande Anthony, Sarenza, c'est ça? Ouais, Sarenza, ça me semble pas trop mal. D'accord, Mickaël? Zalando aussi, ils sont pas mal. Zalando, ouais, d'accord, ouais, et Thierry? ouais. Bah, Zalando aussi. J'en ai un autre, mais le nom m'échappe. Je vous le trouve et je vous le donne à la prochaine. Il est génial. Mais il est génial en SEO et il est génialissime en ergonomie, flat design. Incroyable. Un site extraordinaire. Je suis en train d'en faire un qui est un clone. Et vraiment, c'est un bonheur de travailler ça. Des mecs qui ont fait un marketing. C'est un site anglais qui est un genre de Cdiscount, on va dire, mais qui est l'anti-Cdiscount au niveau de la com et du marketing, que tous les grands marketeurs américains ont donné en exemple. Ça va revenir le nom, c'est pas Cyrus, mais c'est presque Cyrus. Je vous le trouve et je vous le dis. Bon, ça et vous allez le voir, il est extraordinaire. Messieurs, c'est l'heure, c'est l'heure. Ok, ça marche. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Thierry? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Thierry, Twitter, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Respiland. Sur Twitter. Ça marche. Et puis vous trouverez mon site, les autres, voilà. Bon, Respiland, c'est vraiment la base. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Mickaël. Moi, Twitter aussi, Mickey Web, voilà, et puis vous retrouvez après tous les sites, nos sites sur YouTube, etc. Voilà. Ok, ça marche. Anthony? Bah, du coup, j'ai pas parlé de mon Twitter la première fois, donc effectivement, on peut me retrouver sur Twitter avec mon pseudo Jean-Luc9. D'accord. Et sinon, beaucoup sur mon site anthony-degrange.fr. Voilà, mon blog sur le SEO, le web marketing en général. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je tenais à vous remercier pour ce deuxième épisode en fait de la série dédiée au site e-commerce. Thierry, le site dont tu parlais, tu vas nous retrouver le truc oui, et oui. on aura le lien. Je vais dans 3 minutes là. Il faut juste que j'aille dans mon outil et je vous le dis. À l'intercours, à l'interclasse, on va aller fumer la clope. Je vous le fais, je vous le sors après, d'accord? Ça marche, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous de suivre ce podcast. Prochain épisode, on parlera vraisemblablement de tout ce qui est plugin. Que valent les plugins PrestaShop, Magento, WooCommerce et autres. Donc ne loupez pas le prochain épisode du Flash Référencement. Voilà, je vous dis à tous à bientôt. Et puis n'hésitez pas à poser un petit commentaire, à laisser 5 étoiles sur iTunes, à liker sur Facebook, à vous souscrire sur YouTube. Voilà, faites tout ce que vous avez l'habitude de faire. Twitter aussi, on va en parler sur Twitter un peu. Ouais, sur Twitter, voilà, ça retweet, c'est cool. On va faire des retweets. Voilà, messieurs, salut, à bientôt. Salut, ciao, salut Mathieu, bye. Salut, bonne soirée. Ciao. Ok, coupé. Bon, Thierry, est-ce que tu m'entends, Thierry? Je t'ai coupé le son. On n'arrivait pas à se parler, tu sifflais derrière. Je t'entends pas.
Ça fait 3 Là, jokers. tu m'entends? Ouais, attention, pénalité. Hein, pénalité. Ouais, ouais. Mais sans rien, les garçons. Et j'ai même pas eu le temps de manger à midi. J'ai même pas mangé à Oui, midi. oui, tu coupes le Alors, son.